Et lorsque vous entendiez dire, j'allais dire, les médias étrangers, particulièrement les médias français qui parlaient de guerre civile, comment vous appréciez cela? Bon, mais vous savez que les médias français travaillent pour le ministère des Affaires étrangères. Les médias d'État, nous prendrons RFI et tous les autres médias publics. Eux, ils parlent pour le ministère des Affaires étrangères. Ils ne peuvent faire que la politique de la France. Rappelez-vous le 15 octobre, lorsque la guerre prend fin, je suis dans un train à Pointe-Noire, espérant rallier Brazzaville, le premier train depuis le 5, plutôt depuis juillet, depuis plutôt le début octobre. Le 1er juin, c'était le 15, le 14 jusqu'au 15 matin. Lorsque RFI annonce la fin de la guerre, je suis dans le train, en train d'attendre le démarrage du train pour Brazzaville, le train bleu. Nous avons ouvert notre petite radio avec Jadal Nzaou Massanga. Le générique de RFI passe. Il est 6 heures, je ne sais pas moi, quelle heure à Paris, 5h30 à Brazzaville et à Pointe-Noire au Congo. Et la suite, c'est quoi? Et la ville de Pointe-Noire vient de tomber. C'est la fin de la guerre au Congo-Brazzaville. Ce n'est pas seulement la victoire de M. Denis Sassou Nguesso sur Pascal Lissouba, mais c'est aussi la victoire des compagnies pétrolières françaises sur celles des États-Unis. Vous connaissez d'ailleurs ce qui s'est passé. Loïc Le Floch-Prigent, vous savez tout ce qu'il a fait. Euh, tout ce qu'il a fait avec Sassou, tout ce que Chirac a fait avec Sassou. Euh, D'ailleurs, Chirac l'a dit qu'il fallait bien qu'il agisse auprès de l'Angola pour sauver, pas le Congo, mais pour sauver son ami Sassou. Parce que si c'était pour sauver le Congo, je crois que c'est Sassou qui aurait eu la chance de faire du Congo la petite Suisse. Parce que lorsque Sassou arrive au pouvoir à la fin de son coup d'État, il a été parachuté sur un volcan d'où de multimilliards de dollars du pétrole congolais. Ce volcan a brûlé le pays sans qu'on ne sache où cet argent est parti. Le régime Sassou sait que la prochaine rébellion viendra du nord du pays, pas du sud. Et s'il y a une rébellion qui éclate dans le nord du pays à 14 heures, à 20 heures, de Pointe-Noire à Brazzaville, tout le pays sera dans les mains de la rébellion. Donc, qu'est-ce qu'il faut empêcher pour que de Pointe-Noire à Brazzaville, les gens puissent rallier la rébellion si jamais une rébellion éclatait au nord du pays? Il y a des hommes politiques au pays qui sont encore sincères avec vous. Écoutez-les, ayez le discernement. Il y a des hommes politiques dans la diaspora qui sont sincères. Écoutez-les, suivez leurs consignes, travaillez avec eux. Mais franchement, ne laissez pas les Rwandais prendre notre pays. Vous savez déjà, par là, le fait de la natalité, les Rwandais sont déjà en train de s'imposer dans nos pays. Ils sont en train de s'imposer dans l'administration. Vous savez que celui qui tient ce pouvoir, c'est une femme rwandaise. Tout ce qui se fait dans l'administration de notre pays se retrouve au Rwanda. Mesdames, Messieurs, bonjour, c'est toujours un plaisir de vous compter parmi nous sur R7 et bienvenue dans ce tout autre numéro de Droit le Savoir que je vous invite dès lors à liker en cliquant sur le petit pouce levé au bas de cette vidéo après avoir massivement partagé cette interview qui portera sur les 27 ans après le coup d'État militaire très meurtrier de Denis Sassou Nguesso au profit des multinationales étrangères. On ne le rappellera jamais assez, ce fut un 5 juin 1997 qu'un coup d'État militaire organisé et financé par la France via Elf Congo, qui deviendra plus tard Total, brûlait au pétrole la démocratie naissante au Congo-Brazzaville. Un coup d'État qui va donc ramener le despote Denis Sassou Nguesso au pouvoir avec le soutien des mercenaires et des armées étrangères, faussement appelées guerre civile par les médias français pour tenter de désorienter l'opinion publique française et internationale sur la vraie nature des événements tragiques qui se déroulaient au Congo-Brazzaville. Une journée ordinaire à Brazzaville.
Nous sommes, ça ne s'invente pas, avenue de la Paix. C'est ici que les combats ont été les plus violents. Pas une heure sans entendre un ou plusieurs obus. Tout le centre-ville est livré aux bandes armées. Des desperados pour la plupart, inspirés par des films de série B sortis des studios américains. Ils s'appellent Cobra, Ninja ou Zulu. Là, nous sommes avec les Cobras, les miliciens de Denis Sassou Nguesso, autrefois général-président et dictateur. Les kalachnikovs et les lance-roquettes ont envahi les rues. Et lorsqu'on interroge ces miliciens, ils ne parlent que de guerre totale. Quant à moi, la guerre n'est pas encore finie. Pour l'instant, on doit garder les positions. Tandis que le président Sassou relance ses projets pour en finir avec les Souba. Ici, pas d'idéologie, pas de programme. Un seul ennemi, le président Pascal Lissouba. Mais pour ces miliciens, le coup de feu est une fin en soi et la Kalachnikov un moyen de subsistance. Interdiction d'aller plus loin. Le sergent nous a averti qu'à 200 mètres, il tire sur tout ce qui bouge. La preuve, cet adolescent, 15 ou 16 ans à peine, a pris une balle. Il rentrait visiblement de l'école. Des cadavres, il y en a tout autour de nous. Des civils en grande majorité, fauchés par une rafale. Lui, c'est autre chose. Quoi ce cadavre là? Ce cadavre-là, parce que lorsqu'on faisait le combat, après le combat, et si on replie, et derrière nous, il y a les gens, les pilleurs. Et nous ne voulons pas de pilleurs, parce qu'ils viennent pour saboter. Et tous les pillards pris en flagrant délit sont exécutés, parfois les mains dans le dos. La mort pour l'exemple ne sert à rien, semble-t-il. Il y a une heure ou deux, un obus est tombé dans cette usine de congélation. Les pillards sont déjà à l'œuvre. Ils vont même s'arracher leur butin. Ça c'est le pillage, c'est quoi? Ça c'est pillage. Casser la maison de tout, qu'est-ce que ça c'est casser la maison. Quoi? Ce jour-là, un nouveau cessez-le-feu était signé, le 3e en une semaine. Nous en profitons pour aller rencontrer l'ancien président, Denis Sassou Nguesso. Sa résidence est devenue un camp retranché. On nous interdit de filmer les pièces d'artillerie. On le fera, caméra cachée. Elles sont hors d'usage. Des blindés pris à l'ennemi sont également hors d'état de nuire. Seuls ces 2 ou 3 000 miliciens, ces cobras, entretiennent l'illusion d'une armée. On en parle aujourd'hui avec Achille Goma, journaliste, reporter congolais, résident actuellement aux États-Unis. Bonjour Achille. Bonjour Christian. Merci Salèche d'avoir accepté notre invitation pour témoigner sur ce que vous savez des événements tragiques du 5 juin 1997, notamment le coup d'État militaire du 5 juin 1997 et qui a duré pratiquement 5 mois jusqu'en octobre au Congo-Brazzaville. Je rappelle donc à nos téléspectateurs que ce coup d'État militaire qui a ramené le despote Denis Sassou Nguesso au pouvoir et qui s'y maintient depuis 27 ans par coup d'État permanent a coûté la vie à plus de 400 000 Congolais, soit plus de 10% de la population, selon un spécialiste français des renseignements et des opérations spéciales, Éric de Nessé, docteur en sciences politiques, directeur du Centre français de recherche sur le renseignement, que je vous propose d'ailleurs de suivre. Il y a un autre point que je voudrais évoquer, c'est que nous avons eu dans les années 90, dans une ancienne colonie française, le Congo, une guerre civile qui a fait 400 000 morts sur 4 millions d'habitants, c'est-à-dire 10% de la population. On n'en parle pas non plus. Alors, Achille Goba, comment vous sentez-vous lorsque tous ces clichés des violences inouïes et gratuites vous reviennent en tête? Vous savez, merci d'abord de m'avoir reçu et euh, je voudrais commencer par m'incliner devant la mémoire de toutes ces victimes inutiles de l'assouvissement de l'envie du pouvoir d'une seule personne et d'une famille congolaise. Christian, ce qu'il faut dire que c'est un traumatisme éternel. C'est vrai que dans cette guerre, moi, en tant que journaliste, reporter et présentateur à Télé Congo, mes armes, c'était mon micro et la plume, mais nous avons tous vécu ce traumatisme, comme ceux qui ont perdu des parents, j'en avais perdu aussi. D'ailleurs, comme presque chaque famille congolaise, c'est un traumatisme permanent et
nous avons toujours pensé que le seul moyen, le seul manière, la seule manière de se sentir soulagé serait de voir ce pays en train de se développer au plan humain, au plan social, économique et politique. Mais chaque fois qu'il regresse, ça nous rappelle toujours ces mauvais souvenirs que finalement, les gens étaient morts pour rien. Le libérateur venu, au, la fleur au bout du fusil, n'était jamais venu pour libérer, mais finalement pour condamner et détruire. En fait, cela vous donne le sentiment que d'ailleurs beaucoup de Congolais ont, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un coup d'État qui a finalement endeuillé presque toutes les familles congolaises. Et donc, ça vous donne l'impression que c'était finalement des violences pour rien, gratuites, parce que finalement, 27 ans après, on se rend compte que messieurs n'est pas venu pour améliorer les conditions de vie des Congolais, mais plutôt pour soit se servir, pas soit se servir, puisqu'on le voit avec les scandales financiers, les détournements, se Tout servir à et fait, servir ses maîtres. C'est ça. tout à fait, Alors, tout vous à étiez fait. sur le terrain à Chilgoma. Est-ce qu'on peut en parler? Comment vous apprenez d'abord la première information euh, qu'il y a finalement un coup d'État qui se déroule? Bon, Est-ce que c'est avant ou je- après, ou le jour même où démarre le coup d'État? bon, c'est, personnellement, j'avais ce coup d'État dans ma main au moins 2 mois avant, Comment ça? avant sa phase d'exécution. Je ne sais pas, par la volonté divine, je me suis tamponné à des occasions où les gens ont mis les informations du coup d'État dans mes mains. Des gens proches de Sassou, sans vouloir le faire. En fait, inconsciemment, sans vouloir le faire. Mais de mon côté, je ne trouvais pas du côté du régime de l'Essouba une porte ouverte à qui donner cette information. En dehors du ministre, du directeur de cabinet du ministre Mungungan Kombongila, à l'époque, je crois, M. John Tsika, je l'avais rencontré une fois au stade du campus Bouya, je crois. Je l'avais rencontré là en train de jouer au football. Je l'ai approché et je l'ai parlé un peu, quoi. Et il a voulu m'écouter. Et je lui ai donné un peu une série d'informations. Plus tard, il m'avait appelé pour confirmer que nous avons essayé de vérifier les informations que vous nous avez données sont sérieuses. Et c'était vraiment des informations sérieuses. Alors, je ne sais pas, c'est comme dans un rêve, mais ce n'est pas un rêve. J'avais le coup d'État dans ma main. Et Mais on est dans, à combien de mois avant le démarrage officiel même du coup d'État? mais nous sommes à 2 mois. Nous sommes au mois d'avril et au mois de mai. Une série d'événements, une série d'événements. Alors, je me dis toujours que c'était la volonté divine que je sois informé de ça. Et franchement, je n'ai jamais compris pourquoi je me suis retrouvé devant je peux vous donner quelques Quelques exemples, indices, si vous me oui, tout à permettez, fait, oui. quelques indices. Je participe à une fête d'anniversaire euh, dans le quartier de Windsor, vers Jeannevial. Et c'était un jeune homme, donc, qui était un beau-frère pour moi, parce que sa sœur était une petite amie de mon frère. Il m'a dit, beau-frère, j'ai des choses à te dire, il faut qu'on se retire. Il me dit, mon père m'a dit de te parler, tu dois quitter Brazzaville, si tu as des enfants à l'école, tu prends ton épouse et tes enfants, vous devez aller chez vous, parce qu'il n'y aura pas les élections. Et mon père a toujours dit que tu vas travailler avec nous. Parce que chez nous, on n'a pas de bons journalistes. Et vous êtes des très bons journalistes. Vous êtes jeunes, on peut construire un bon futur avec vous comme journaliste. Parce que mon père a dit, on doit travailler avec vous. Donc, vous quittez Brazzaville, vous partez, parce qu'il n'y aura pas les élections. J'ai Et dit, donc, celui qui comment te ça? parle comme ça, il est de l'autre côté du camp de Tout, Denis tout à Sassou fait. Nguesso. Tout à fait. C'est un jeune garçon, mais franchement, son père est avec Sassou. Il me dit, mon père a dit, tu vas travailler avec nous. Et je t'informe que mon père est parmi les gens qui ont volé les armes à Gamboma. Je te le dis déjà, mon père est parmi ceux qui ont volé les armes à Gamboma. Il a conduit cette expédition-là. Alors, la première personne que j'ai rencontrée après cette confidence, c'était un invité à mon journal de 14 heures, c'était Maloula Nzambi, président de la commission de défense à l'Assemblée. Je lui ai dit que nous devons parler, j'ai des choses à vous dire. C'est très sérieux, c'est très important pour le pays. Il m'a planté, il me dit, prenez ma carte de visite, appelez-moi et puis on va en parler parce que
Je ne sais pas vraiment. J'ai dit, c'est à propos de Gamboma, les armes dont vous êtes tenté d'investiguer à Gamboma. Malou Nzambi n'a jamais pris mon appel dans son cabinet. On ne m'a jamais reçu dans son cabinet. J'ai marché sur ça. J'ai laissé tomber. Et la deuxième fois, je suis à Pointe-Noire, toujours au mois d'avril. Je suis allé pour un tournage à Pointe-Noire. À mon retour, je croise le président Otombongo à l'aéroport de Pointe-Noire. On prenait le même vol, tac. Je le salue. Il me dit, ah, tiens, tiens, je me rappelle de toi, là, tu es venu avec Jean-Claude Kakou pour tourner le reportage à Super GB. J'ai dit, oui, monsieur le président, c'était moi. Ah, comment ça va? Bon, mais tu repars à Brazzaville? J'ai dit, oui, nous serons dans le même vol, d'accord. Et il est au téléphone en train de parler avec quelqu'un. Il dit, est-ce que tout le monde est déjà parti? Le big boss aussi? Il dit, oui, tout le monde est déjà là-bas. Bon, il dit, mais moi, je suis à Pointe-Noire, là, je suis en train de prendre le vol et puis je vais arriver bientôt à Brazzaville. Je crois que je vais quitter Brazzaville à 4 heures du matin, je vais vous rejoindre. Troisième indice, ma sœur, j'ai une grande sœur, paix à son âme, elle n'est plus de ce monde. Elle avait fait un enfant avec un petit, ce que nous appelons au pays les Sissi Sélengue, euh, du ministre Noumazalaï. Et donc, ma sœur était malade. Elle m'a envoyé une lettre. Elle m'a dit, va voir le vieux Noumazalaï, dis-lui que je suis malade. Vraiment, j'ai besoin de l'aide pour me faire soigner parce que j'ai des ordonnances que je ne pouvais plus supporter. Et donc, je suis allé à la Congolaise où M. Noumazalaï travaillait donc au siège du PCT. Et quand j'arrive, c'est Berthe Osenza qui me reçoit. Il était là-bas. C'est un grand frère, on se connaît à Télé Congo. Il était très content. Lui et moi, on parle toujours en Munkutuba comme deux enfants de Pointe-Noire. Ça lèche, pas façon. Oh, pas façon. J'ai dit non, moi, je suis le vieux. Oh non, c'était un plaisir. Moi, je qui avait vingé là. Moi, je introduit un vieux. Alors, quand je sors de là, parce que le coup d'État était déjà en marche, en arrière-plan chez eux, Bertin Osenza se disait que j'étais avec eux. Alors, depuis ce jour jusqu'à l'éclatement du coup d'État, Bertin Osenza était mon meilleur ami à Télé Congo. Il m'achetait à manger, à boire, parce qu'à un moment, il avait maintenant beaucoup d'argent comme ça. Il achetait à manger, à boire à tout le monde. Je dis, quelque chose ne va pas. Il était déjà dans la peau du nouveau Tout à pouvoir qui fait. arrivait, oui. Et tout à fait. Et il se disait que j'étais avec eux. Et le marteau sur l'enclume, c'est quoi? J'avais rendez-vous au mois de mai avec M. Oba Apounou. Chez lui, là, à côté du campus, le campus Tchelima, non pas Tchelima, le campus 3. Bouya, oui. Le campus 3. Le campus 3, autour de la prison, la police, commissariat central. Oui. Donc, je vais chez lui. On avait rendez-vous pour faire une émission sur son association Jeunesse et Développement. Alors, j'arrive, monsieur est occupé, et c'est un jeune homme qui me reçoit. Je crois que ce jeune homme doit être proche du ministre Jean-Claude Ngakosso. Ça doit être son petit frère. C'est lui qui me reçoit. Alors, il me dit, Salèche, tu fais le voyage avec nous? J'ai dit, je ne sais pas. Le vieux m'a appelé, peut-être c'est de ça que nous allons parler. Il dit, viens t'asseoir, viens t'asseoir, viens t'asseoir. Le vieux est occupé avec des gens. Je suis allé m'asseoir quelque part. Je devais faire le journal, présenter le journal de 22 heures ce jour-là. Et nous allions vers 18 heures déjà. Donc, j'avais le monitoring de Canal France International à enregistrer pour sélectionner des éléments de ma partie internationale. Et je devais aussi voir les reporters qui rentraient le soir pour voir comment je pouvais préparer mon journal. Donc, j'ai dit à la fille du ministre Oba Apounou, je crois que c'est Inès Oba Apounou, je dis, est-ce que tu peux dire à papa que je vais repartir à Télé Congo, j'ai le journal à préparer. Il est allé voir son père et son père lui a dit, amène-le derrière. Donc, papa a dit, suis-moi derrière. Quand je vais derrière la maison de Oba Apounou, sur une grande table, il y avait une grande carte. Alors, une carte très bien agrandie, tu peux lire à 10 mètres, tu pouvais lire les noms des villes. Et cette carte, c'était la frontière Congo, Angola, Zaïre. Autour de cette table, il y avait Oba Apounou, il y avait Claude Albert Malela Soba, et puis une personnalité dont je ne connais pas le nom, mais la face, je peux reconnaître la personne. Alors, je tremblais, hein. Je tremblais. Alors, j'ai pris ça très au sérieux.
j'ai cherché qui informer, des gens proches de Pascal Lissouba. Mais toutes les portes se fermaient devant mon nez, comme si je partais pour chercher de l'argent. À un moment, je me suis senti lésé, je me suis senti déçu. J'ai abandonné, j'ai annoncé à quelques personnalités proches de moi ce que j'ai vu chez Oba. Pour nous, c'est sérieux. Euh, Vraiment, il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut qu'on arrive à informer les gens. Nous étions au mois de mai, je crois la 3e semaine du mois de mai déjà. Et le Oui, bien 5 évidemment, janvier est pendant que vite vous dites arrivé. ça, d'autres sources nous apprennent d'ailleurs que finalement ce coup d'État était les informations, hein, comme vous êtes en train de le dire. Le cabinet Pascal Lissouba était au courant de toutes ces informations et d'ailleurs il y a un autre qui nous dira qu'au cours d'un de ses voyages, Laurent Désiré Kabila, donc le père, lui avait informé qu'attention, chez toi, il se prépare quelque chose et si tu veux qu'on puisse t'aider, bah, il suffit de s'accorder. Mais c'est bizarre et que toutes ces informations aient été finalement négligées par le cabinet C'est d'Issouba. Et là, on se possible. pose parfois la question de savoir est-ce que dans son cabinet, il n'y avait pas déjà des gens qui étaient avec, évidemment, Denis Sassou Nguesso. Bon, c'est possible parce que je vais vous dire une chose. Arlette Nono était la secrétaire particulière du ministre Claudine Mounari. Tout ce qui se faisait au palais était en pila, la minute, la minute d'après sa sortie du palais. Ah bon? Mais bien sûr, vous savez qui est Arlette Nono pour le PCT et pour Denis Sassou Nguesso. Lorsque Arlette Nono se retrouve euh, secrétaire particulière de Madame Claudine Mounari, qui est la dame de fer de ce régime, qui est le pivot de la présidence de la République. Et vous vous imaginez, Basile Ikwebe, il occupait une place de choix au ministère des Affaires étrangères sous le ministre Destin Arsène Tatingui Ngimbi, je crois. Il occupait une place de choix. Donc, il y a des dossiers top secrets des affaires étrangères qui se retrouvaient en pila la minute d'après sa sortie du palais. Donc, le pouvoir de l'Issouba a très mal géré l'information et même les ressources humaines. Mais est-ce que cela veut dire que lorsque Arlette Nono jouait ce jeu-là, Claudine Nari était probablement consciente de ce qui se passait aussi? On ne peut pas le certifier. On ne peut pas le certifier parce que vous savez, le régime à l'Issouba, malgré le fait que les gens l'ont accusé de nibolékisation, c'est un régime qui a donné la chance à tous les Congolais de toutes les ethnies. Il y a beaucoup de témoignages pour le confirmer. Je crois que Mme Mounari l'avait recruté par rapport à ses compétences. Je crois que c'est ce qui s'était passé sans soupçonner ce qu'elle pouvait faire. Prenez le cas de Alain Akwala. Alain Akwala était un des responsables à la cellule de communication des privatisations. Alain Akwala a géré les dossiers de la privatisation. Mais regardez dans quel camp il s'est retrouvé dès que la guerre a été déclenchée. Alors, vous disiez Parce tout que à l'heure beaucoup, que depuis avril, vous avez déjà quelques indices, évidemment, des informations qui euh, corroboraient qu'il y a quelque chose qui se préparait, même si c'est pas vraiment formellement le coup d'État, mais au moins des coup d'État. informations qui vous faisaient dire que quelque chose se préparait. Et lorsque Denis Sassou Nguesso dit qu'il a été dérangé dans son sommeil pour justifier le coup d'État, Bon, c'était le prétexte. Parce que vous savez que la provocation a commencé depuis Owando. La provocation a commencé depuis Owando. Il n'y a pas meilleure personne pour le dire que le député Idever Moani, qui, dans ses délires que nous avons suivis sur les réseaux sociaux, a mis le secret à nu. Comment ils ont usé de la provocation pour attirer le pouvoir, les Souba, vers un guet-apens et se justifier d'une rétribution sur la base de tout ce que le pouvoir pouvait faire pour traquer les bandits qui étaient déjà bien organisés en réseau. Idever Moani nous l'a dit, là. Nous avons encore ces audios qui circulent. Donc, nous le savions tous que c'était un prétexte. C'était un prétexte, puisque la personne qui a tué à Owando s'était retrouvée retranchée dans le palais du président Sassou Ampila.
Alors, l'armée, la police devait aller le rechercher. C'est une opération de police pour aller le rechercher. Malheureusement, qui a mal tourné. Bon, peut-être oui, mal tourné, mais en fait, c'est un guet-apens, comme vous l'avez dit tout à l'heure. En fait, il cherchait un moyen, un prétexte pour déclencher le coup d'État qui était déjà pratiquement préparé. Je l'ai rappelé d'entrée de jeu depuis la France. Et les informations, nous les avons aujourd'hui avec un recul. Tout le monde sait comment ça s'est préparé en France, comment les armes sont parties, évidemment, de la France aussi, via le Gabon, avant d'atterrir au Congo, au Brazzaville. Mais alors, pendant que et quand le coup d'État démarre, s'il faut le dire comme ça, vous êtes à quel niveau? Lorsque le coup d'État démarre, je peux dire que le coup d'État n'a pas démarré le 5, le coup d'État a démarré le 4. Parce que il s'est passé quelque chose de bizarre à Télé Congo le 4 dans la soirée. Le 4, autour de 19 heures, j'étais occupé à préparer mon journal de 22 heures. C'était le chef de service politique de Télé Congo, Théophraste Miete-Lekibi, qui est pour moi un oncle, parce que c'est l'oncle de mon meilleur ami, qui me dit, neveu, tu dois aller en reportage chez le président Milongo. J'ai dit, mais tonton Théo, moi j'ai mon journal de 22 heures que je prépare. Après, il a demandé Yves. Yves était occupé avec Jean-Pierre Goma à faire quelque chose. Et finalement, il a demandé à d'autres jeunes, puisque nous étions une équipe de jeunes là-bas, de jeunes reporters très outillés et très efficaces. Et tous les jeunes ont refusé de partir parce qu'ils avaient déjà eu la consigne de Nicolas Niati, parce que quelqu'un a appelé Nicolas Niati pour lui dire que le président Sassou va aller à Mafuta rencontrer le président Milongo. Nous ne souhaitons pas que tes équipes aillent couvrir cela. Il faut que ce soit les équipes de l'Assemblée, parce que le président Milongo avait toute une équipe de reportage. Le Mhm. journaliste, c'est quoi? C'était Thomas Lukombologi, il y avait des techniciens comme D'Olivera, Moudilou et caméraman qui était Manenga. Il avait toute une équipe. Alors, donc, eux, ils ne comprenaient pas pourquoi ils demandaient une équipe de Télé Congo. Alors, tout le monde a refusé d'aller couvrir cette rencontre et finalement, ils ont capturé l'un des plus jeunes de nous, qui était donc Oscar, Oscar André Simba, qui est aujourd'hui en France. Ils l'ont capturé, ils ont dit, chef Nicolas Niati a dit, tu dois aller à Mafuta pour faire ce reportage-là. Le président Sassou sera reçu en audience par André Milongo. Et il est allé là-bas, il est revenu de son reportage avec la cassette. On a écouté l'interview accordée par le président Sassou. Franchement, journalistiquement, il n'y avait rien à exploiter. Politiquement, on pouvait faire passer, parce que c'est un homme politique qui a parlé, mais journalistiquement, ça n'avait aucune valeur, cette interview-là. Alors, le rédacteur en chef a mis son coude sur cette cassette. Il a mis son coude sur cette cassette, son coude sur la cassette, et finalement, nous sommes arrivés au 5 le matin. Bon, le 5, j'étais reporter pour la célébration de la remise, je crois. Il y avait la signature d'un protocole d'accord entre la Chine et la Grande-Bretagne, l'Angleterre, pour donc la remise à la Chine de l'île de Hong Kong. Donc, je me trouvais à l'ambassade de Chine et pendant qu'il y avait la célébration, il y avait des allées et venues des diplomates, des gens qui se parlaient aux oreilles. Ça avait attiré mon attention. J'ai dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Ben, on ne pouvait pas imaginer que c'est dehors. Et finalement, on a annoncé brusquement, brutalement la fin de la cérémonie. Nous avons été mis dans le bus de l'ambassade de Chine et lorsque nous sortions, juste au niveau de la semaine africaine, on nous dit qu'il y a un coup d'État. Il y a une tentative de coup d'État, il y a des tirs remplis là. Et nous sommes repartis à Télé Congo dans le coup de 11 heures. Puis on nous apprend que la guerre a commencé. Et le président Sassou, semble-t-il, a été attaqué, il a riposté et il a lâché des miliciens Cobra dans la nature. Et donc, on est en guerre. Qu'est-ce qui se passe? Bon, mais on n'en revenait pas, on n'en revenait pas. Mais finalement, on a constaté que c'était le silence de mort à Télé Congo. Tout le monde était presque parti, hein. Alors, une seule personne était restée dans les locaux de Télé Congo qui n'était pas journaliste. C'était le secrétaire du directeur, Monsieur Dekambi, donc le secrétaire de Michael Mbungu.
M. Dekambi, c'est lui seul qui était resté là-bas. Il avait un papier dans sa main, un papier roulé, un papier format A4 roulé dans sa main. Il était là, il allait, revenir. Mais à 14 heures pile, il a affiché ce papier, il est sorti, il a pris un bus, il est parti. Et sur le Nous papier, on scrutons, peut savoir qu'est-ce qui était écrit parce que c'est important là. c'était une décision de Michael Mbungu, qui, une note de service, je ne sais pas si je peux me rappeler le terme, il dit les journalistes dont les noms et prénoms suivent sont suspendus jusqu'à nouvel avis. Nous étions 12. Il y avait Nicolas Niati, il y avait Liliane Orlando, Achille Goma, Anderson Makedi, André Tsimba, euh, Yvette Rennes. Nous étions nombreux, Mais une douzaine, hein, suspendu pourquoi, concrètement? suspendus à cause de l'incident créé le 4. Parce que le 4, nous avons refusé d'aller couvrir le reportage à Mafuta. Mais pourquoi? Pourquoi Michael Mbungu décide de faire afficher une note de service à 14 heures pour suspendre 12 journalistes alors qu'il sait que la guerre venait de commencer et comme en 1993, les journalistes qui sont de l'autre côté ne viendront pas travailler comme en 93 déjà, parce qu'en 93, nous avons subi cela lorsque les ninjas venaient nous tirer dessus à Télé Congo, sur les murs de Télé Congo. Nous sommes en plein studio, les ninjas viennent tirer leurs roquettes sur les murs de Télé Congo. Les gens ne venaient pas. Alors, Ce moi c'est sont les mêmes gens. la décision de Michael Mbungu que je ne comprends pas. Il est tout de même conscient qu'il y a un coup d'État qui il est en train de se dérouler. Tout à fait. Et il vient suspendre Tout à 12 fait. journalistes. 12 journalistes. Et ce sont les 12 journalistes qui pouvaient tenir Télé Congo pendant le déroulement de ce coup d'État. Donc, en fait, c'était une décision pour paralyser Télé Congo. Parce qu'un directeur de la télévision nationale suspend 12 journalistes alors qu'il sait que depuis 9 heures, le pays est en crise. Et c'est à Mais 14 à heures qui qu'on affiche profitait une donc, note de à service. qui pouvait profiter ce crime, s'il faut le dire comme ça, où il suspend les Mais, journalistes qui pouvaient tenir l'antenne, comme tu viens de le dire. Euh, pour qui avait-il décidé ainsi pour le camp Lissouba, le camp Denis Sassou Nguesso ou... en tout cas, c'est difficile de répondre à la place de Michael Mbungu, mais je crois qu'il l'avait fait pour aider le camp de Sassou parce que la télévision devait être paralysée. C'était l'objectif, je crois qu'il avait la mission de paralyser Télé Congo en Oui, mais suspendant parce les que dans un journalistes. coup d'État, généralement, hein, dans un coup d'État, je peux me tromper, il y a des cibles. Les premières cibles, c'est évidemment la télévision nationale, la radio, télévision Tout à fait, nationale, l'aéroport, et puis un peu les édifices, voilà. Mais alors là, tout à fait, déjà, au niveau de la télé, on se rend compte qu'il y a une manœuvre qui, en fait, voilà, qui tout révèle. à fait. Et ce n'est pas Télé Congo seulement. Vous vous rappelez que j'étais par concours de circonstances devenu journaliste de la presse présidentielle avec quelques autres jeunes confrères. Parce que même les journalistes de la presse présidentielle avaient disparu dans la nature. Ils ne sont revenus qu'après la signature de l'accord de la paix des Braves au mois de juillet. Donc, du 5 juin jusqu'en juillet, il n'y avait pas de journalistes de la presse présidentielle, en dehors de Edmond Philippe Gali, qui avait failli être assassiné au nord du pays, qui est passé donc par les Kana et arrivé à Zanaga et s'était réfugié à Sibiti. Mais tous les autres étaient à Brazzaville. Je ne pense pas qu'ils étaient en insécurité. Et là, vous dites, Ils nous avaient sommes disparu. le quantième, là, le 5 juin, c'est ça? Le 5 juin. Et Le comment 5 Télé juin. Congo va couvrir ce coup d'État finalement? Bon, ce qui s'est passé, c'est que nous nous sommes vite rendus à la présidence de la République. Nous avons rencontré Madame Sophie Mukuyu Kimboala, Jean-Sylvestre Souka, qui était donc en fait les patrons donc ministre et directeur général. Nous avons dit que nous n'allons pas travailler parce que s'il nous arrive de mourir, nous ne serons pas couverts. Alors, Monsieur Jean-Sylvestre Souka a pris une note de service pour abroger la note de service de Michael Mbungu. Et sur le coup, ils ont appelé tous les chefs militaires qui étaient là et ils ont dit,
Désormais, vous allez voir ces jeunes ici, puisque les journalistes de la presse présidentielle ne se font pas voir. Je crois qu'il y a Simbangoma qui se faisait voir. Il était un peu le seul qui se faisait voir, Simbangoma. Ben, mais écoutez, vous allez travailler avec ces jeunes. Ces jeunes vont venir ici pour les reportages et autres. Il faut leur laisser la porte ouverte. Donc, c'était bien organisé, c'était à beaucoup de niveaux, et vous allez voir qu'il y a des gens qui sont allés en exil 1 an, 2 ans, qui sont repartis dans toutes les grâces du nouveau régime. Vous pouvez comprendre, quelque part, il y avait anguille sous roche dans leur comportement au niveau de la gestion ou du début même de la crise, le 5 juin. Mais à quel moment vous vous décrochez, c'est-à-dire vous vous dites, ben non, là, on ne peut plus continuer à rester, il faut carrément quitter les lieux. Personnellement, la première fois que je décroche, c'est au mois de juillet. Au mois de juillet, je me rends à Pointe-Noire pour une mission. Je me rends à Pointe-Noire au mois de juillet pour une mission. Je rencontre le prophète Thomas Nsangou. Je lui dis, Papa Thomas, moi, je suis traumatisé par ce que je vois. J'ai vu des gens mourir devant moi, euh, les ventres déchirés, les bras écrasés, les têtes écrabouillées. Je suis traumatisé. Ça, Je veux c'est que à vous quel priez niveau? pour À quel moi. niveau vous avez assisté à ce théâtre-là? Derrière Télé Congo, par exemple, je revenais du marché Total et je suis passé devant chez Stalgard Yaomba, si vous connaissez bien Télé Congo, donc l'avenue de Congo Magazine qui relie Congo Magazine à Télé Congo. Je passais par cette avenue où Là, vous habitait parlez de Stalgard Yaomba, l'ancien siège de Télé l'ancienne Télé Congo Congo. vers, Oui, voilà, tout à fait. vers Total. Et Oui. donc, je suis juste passé devant chez Stalgard Yaomba et j'ai pris donc la droite pour aller à la station. Un missile que les enfants ou les militaires appelaient Général Ntouin est tombé juste devant chez Stalgard en bas et une jeune femme qui était là s'est fait déchirer le ventre et les intestins étaient dehors. Nous l'avons emballé, nous l'avons mis dans le bus et nous l'avons déposé à l'hôpital de Makelekele. C'est tout ce qu'il fallait faire pour elle. À l'école primaire de Diata, j'ai vu un enfant qui est mort comme ça. L'obus venait de tomber et vraiment, elle vendait au bord de la route, elle vendait la nourriture au bord de la route. Elle a été écrasée beaucoup de fois. Euh, nous avons été carrément mitraillés à Télé Congo. Et vous rappelez, par exemple, du 25 juin. Et c'est ça qui m'avait beaucoup aussi fait mal. Le 25 juin, la tentative d'occupation de l'aéroport par les milices Cobra. Donc, ils ont attaqué en force l'aéroport. Tous les militaires qui étaient là ont fui. Ils ont même fait fuir les gens qui étaient à Diata pour dire le pouvoir est tombé. Les Cobras ont pris l'aéroport. Mais en fait, l'aéroport était sauvé par 7 individus parce que le 26 juin, il y a des gens qui sont partis de la présidence pour demander une équipe de reportage pour aller à l'aéroport. Les gens ont refusé. Je m'étais fait volontaire. Mais quand je me suis fait volontaire, j'ai eu un caméraman et puis d'autres personnes par solidarité sont montées dans le Mamba et nous sommes allés à l'aéroport. J'ai filmé ça. J'ai trouvé 7 individus qui ont défendu l'aéroport contre l'attaque de deux engins, deux chars, donc 2 engins blindés de Cobra. Et ils les ont repoussés. En tout cas, il y avait 7 individus qui ont défendu l'aéroport. C'était le jour, le 25 juin était la chute. La première chute du régime Lissouba, c'était le 25 juin. Mais 7 individus avaient sauvé ce régime parce qu'ils avaient pu protéger l'aéroport. Donc, ce jour, c'était tellement violent ce que j'ai vu à l'aéroport. Si vous avez suivi Télé Congo, vous vous rappelez à l'époque, je disais, si vous me voyez faire un reportage sans gilet pare-balles sur le tarmac de l'aéroport de Maya Maya, Oui. c'est pour vous dire que l'aéroport est toujours sous le contrôle des forces gouvernementales. Alors donc, pour repartir à Pointe-Noire, j'ai dit à papa Thomas Sangou de prier pour moi. Il a prié, il a dit, mon fils, Dieu me dit que tu dois repartir à Brazzaville. Comment ça? Tu ne vas pas mourir, tu dois repartir à Brazzaville parce que tu diras, tu diras au monde l'une des versions les plus correctes de cette guerre. Mais Dieu me dit que le jour qu'il verra que tu n'es plus en sécurité, il te fera sortir de Brazzaville d'une manière dont toi-même tu ne comprendras pas que Dieu t'a fait sortir parce que
Dieu ne veut pas que tu puisses mourir. Et cela était arrivé. C'est Cela un a été miracle. arrivé et donc après, vous avez assisté à tout cela. Et donc, ça veut dire que lorsque, au moment où les armées étrangères sont entrées au Congo-Brazzaville, à Brazzaville particulièrement, je parle là de l'Angola, il y a eu les ex-phases, il y a bien d'autres armées aussi, les Rwandais et autres. Vous n'étiez plus sur place, c'est ça? Tout à fait. Le 29 septembre, c'est pourquoi moi, je respecte beaucoup la foi des uns et des autres. Moi, je crois en la prophétie. Le 29 septembre, euh, je décide d'aller faire un tournage à Pointe-Noire pour faire parler un peu la jeunesse de l'Interland par rapport à ce qui se passait à Brazzaville. Donc, j'arrive à l'aéroport, j'ai la chance, il y a un avion militaire et cet avion militaire, je n'ai jamais apprécié ce qui s'est passé ce jour. Cet avion militaire transportait seulement la voiture du Premier ministre Jacques Joachim Yombi Opango. Il y avait des malades là, il y avait des blessés qui devaient voyager debout alors qu'on pouvait les coucher sur le plancher de cet avion militaire cargo, mais qui transportait la voiture du Premier ministre Yombi Opango. Ça, c'est aussi le côté égoïste des Congolais, il faut le dire. Puisque à Pointe-Noire, où se trouvait le ministre Yombi, on pouvait lui prendre une voiture à CFAO. Il n'avait pas besoin d'une voiture qui était restée à Brazzaville. Mais on mettait cette voiture dans l'avion alors qu'il y avait des blessés à l'aéroport, des blessés graves, des femmes avec des enfants. Et on faisait voyager la voiture. Et donc, j'ai eu la chance d'être debout aussi dans cet avion. Je me suis retrouvé à Pointe-Noire le 29 septembre. Alors, le 5 octobre, j'ai dit, je vais repartir. Il n'y a pas de train, il n'y a pas d'avion. J'arrive à l'aéroport de Pointe-Noire le 5 octobre. Je rencontre le ministre Yves-Marcel Ibala dans un hélicoptère en train de repartir sur Brazzaville. J'ai dit, monsieur le ministre, j'ai besoin d'une place, je dois repartir. Et nous étions deux avec mon frère d'ailleurs. Nous devons repartir à Brazzaville. Euh, nous sommes de Télé Congo. Il dit, messieurs les journalistes, merci pour tout ce que vous avez fait jusque-là. Je n'ai pas besoin de journalistes aujourd'hui. J'ai besoin de militaires. Si vous êtes des militaires, je vous amène avec moi. Si vous n'êtes pas des militaires, repartez à la maison. Je n'ai pas de place pour vous. Alors, c'est le jour-là que Dieu a sauvé ma vie. Parce que quand les armées Les étrangères sont entrées. étrangères, l'Angola, elles sont rentrées Le du Tchad, côté tout ce monde-là, oui. du Tchad, quand ils sont rentrés du côté de Brazzaville, je suis bloqué à Pointe-Noire. Et lorsqu'ils ont incendié la poudrière, il y a un obus qui s'est envolé donc de cette poudrière qui est tombé sur la maison où je dormais à la frontière là, sur la maison où je dormais. Cette maison a été calcinée. J'avais perdu tous mes documents, acte de naissance, diplôme, habits, tout ce que j'avais, je l'avais perdu ce jour. Donc, si j'étais rentré avec le ministre Ibala à Brazzaville, le 9 octobre, je serais en train de dormir dans ma maison. Je serais mort ce jour. Oh là là. Ça veut dire Et que quoi, j'avais, vous avez une sorte de complicité avec votre Dieu ou bien parce que là, c'est. vous savez, lorsque Dieu veut vous montrer des choses, il vous les montre. Et moi, Dieu ne m'avait pas montré, mais Dieu est passé par le révérend Thomas Nsangou. Dieu est passé par le révérend Thomas Nsangou. Il me l'a dit. Les témoins, il y avait son épouse, il y avait son enfant Zola, qui est aujourd'hui l'un des leaders, je crois, du Cameroun. Vous pouvez vous rapprocher d'eux. Ils vous diront que c'est exactement ce que même sa fille Mireille au Canada, vous pouvez demander, c'est exactement ce que papa avait dit à Saleh Achille Goma ce jour-là à table. Nous étions en train de manger. Et donc, voilà, si on peut considérer évidemment le côté spirituel, Dieu a dit que vous devrez témoigner la vraie version de ces événements tragiques et horrifiques. L'une des versions les plus correctes. C'était ces mots. L'une des versions les plus correctes. Et lorsque vous entendiez dire, j'allais dire, les médias étrangers, particulièrement les médias français qui parlaient de guerre civile, comment vous appréciez cela? Bon, mais vous savez que les médias français travaillent pour le ministère des Affaires étrangères. Les médias d'État, nous prendrons RFI et tous les autres médias publics. Eux, ils parlent pour le ministère des Affaires étrangères. Ils ne peuvent faire que la politique de la France. Rappelez-vous le 15 octobre, lorsque la guerre prend fin, je suis dans un train à Pointe-Noire, espérant rallier Brazzaville, le premier train
depuis le 5, plutôt depuis juillet, depuis plutôt le début octobre. Le 1er juin, c'était le 15, le 14 jusqu'au 15 matin. Lorsque RFI annonce la fin de la guerre, je suis dans le train, en train d'attendre le démarrage du train pour Brazzaville, le train bleu. Nous avons ouvert notre petite radio avec Jadal Nzaou Massanga. Le générique de RFI passe. Il est 6 heures, je ne sais pas moi, quelle heure à Paris, 5h30 à Brazzaville et à Pointe-Noire au Congo. Et la suite, c'est quoi? Et la ville de Pointe-Noire vient de tomber. C'est la fin de la guerre au Congo-Brazzaville. Ce n'est pas seulement la victoire de M. Denis Sassou Nguesso sur Pascal Lissouba, mais c'est aussi la victoire des compagnies pétrolières françaises sur celle des États-Unis. C'était ça l'introduction du journal de RFI ce jour-là. Il n'y a Celle pas des compagnies étrangères des États-Unis, allusion faite à Oxy à Oxy. Tout qui à était fait, tout à carrément fait, au centre de ce coup d'État. de ce Finalement, coup d'État, tout à fait. c'était un coup d'État au profit, évidemment, comme vous venez de le dire, des multinationales étrangères, ben, notamment ici, Étrangères Elf Congo, françaises, Elf Congo, Elf Congo notamment, devenu Total. qui n'avaient Parce pas que, apprécié que l'Issouba se tourne vers Oxy, c'est ça. tout à fait, vous connaissez d'ailleurs ce qui s'est passé, Loïc Le Floch Prigent, vous savez tout ce qu'il a fait, euh, tout ce qu'il a fait avec Sassou, tout ce que Chirac a fait avec Sassou. Euh, D'ailleurs, Chirac l'a dit qu'il fallait bien qu'il agisse auprès de l'Angola pour sauver, pas le Congo, mais pour sauver son ami Sassou. Parce que si c'était pour sauver le Congo, je crois que c'est Sassou qui aurait eu la chance de faire du Congo la petite Suisse. Parce que lorsque Sassou arrive au pouvoir à la fin de son coup d'État, il a été parachuté sur un volcan d'où de multimilliards de dollars du pétrole congolais. Ce volcan a brûlé le pays sans qu'on ne sache où cet argent est parti. C'est bien dommage, évidemment, pendant que vous parlez de Jacques Chirac, ancien président français, qui en réalité était l'artisan de ce coup d'État, il faut le dire, et c'est ça la vérité, c'est documenté Tout à désormais. fait. Je vais proposer donc un élément à nos téléspectateurs, notamment la déclaration de Jacques Chirac, c'était à Luanda en décembre 1998. Écoutez ce qu'il disait. Pour vous dire les choses telles qu'elles sont, et tout à fait franchement, je me suis réjoui de l'intervention de l'Angola au Congo pour la raison simple, c'est que ce pays était en train de s'effondrer dans la guerre civile, de s'autodétruire, et que il était souhaitable que l'ordre revienne. Il y avait quelqu'un qui était capable de le faire revenir, c'était Denis Sassou Nguesso. Il lui fallait un soutien extérieur pour cela, pour un certain nombre de raisons. L'Angola le lui a apporté, la paix est revenue, le développement est reparti. Enfin, je veux dire, les conditions du développement reprennent. Cette ville qui est devenue martyre de Brazza commence à se relever et Denis Sassou Nguesso s'est engagé à mettre en œuvre le processus de démocratisation dans un délai maximum de 2 ans, ce qui est considéré par les autorités internationales comme quelque chose de bon, et par conséquent, voilà. Alors, Achille Goma, maintenant on se rend compte que finalement, Denis Sassou Nguesso est revenu au pouvoir par les armes, nous avons dit tout à l'heure, un coup d'État, mais vraiment meurtrier, et nous rappelons, c'est plus de 400 000 morts, près de 10% de la population congolaise. Justement, comme vous l'avez d'ailleurs, la question vous l'avez posée, vous croyez qu'il était revenu pour probablement améliorer les conditions de vie des Congolais ou faire mieux que ceux qui étaient là avant, mais on se rend compte que finalement, il est désormais à la tête d'un régime de prédation, c'est le cas, il faut le dire, pour servir ces multinationales au détriment, voilà, des Congolais. Qu'est-ce que cela vous inspire 27 ans Vous après, savez, quand vous avez euh, observé finalement toute sa gestion de ces 27 ans au pouvoir? Monsieur Perrin, il n'y a pas eu pire gâchis dans la gestion des affaires politiques d'un pays dans le monde que ce que Monsieur Sassou Nguesso a servi au Congo pendant les dernières 27 années.
Lorsqu'on arrive au pouvoir, la fleur au bout du fusil, la première chose qu'on fait, c'est réconcilier les hommes, réconcilier les compatriotes. Mais vous savez que M. Sassou, arrivant au pouvoir, la fleur au bout du fusil, a eu des paroles de va-t-en-guerre en première instance. Vous vous rappelez de sa première déclaration. Nous irons les rechercher jusque dans leur dernier retranchement, signant ainsi un quitus à toutes les milices qui le soutenaient de tuer qui ils voulaient à l'époque, faisant fuir du pays tous les cadres. Le problème du pays, c'est pas seulement qu'ils ont la mauvaise volonté de faire les choses. Le problème du pays, c'est que les vrais cadres du Congo se sont retrouvés hors du Congo. Les vrais cadres achevés du Congo se sont retrouvés hors du Congo. Ceux qui ont eu la chance, Il y parce a... que beaucoup sont morts finalement, qu'on a éliminé. Tout à fait, tout à fait. Ceux qui ont eu la chance, ils sont nombreux dans la diaspora. Mais je félicite leur courage d'avoir refusé chaque occasion qu'ils ont été appelés à rentrer au pays. Ils ont dit, nous préférons continuer à être des éboueurs à l'étranger que d'aller être des asservis dans notre propre pays par des gens qui ne connaissent pas gérer un pays, qui ne connaissent pas gérer un ministère, qui ne connaissent même pas gérer un district. Et surtout qui viennent gérer ou gouverner par la haine, parce que lorsque vous dites Avec la haine, avec qu'il la dit on va les revanche, rechercher jusqu'au dernier juste retranchement, dans leur c'est une dernier haine retranchement. viscérale. Ce discours avait donné quitus aux massacres qui ont suivi après. Et qu'est-ce qui pouvait se faire dans la terreur? Rien ne pouvait être achevé, accompli dans la terreur. Vous savez, l'Issouba a laissé des contrats de partage de la production pétrolière qui ont beaucoup rempli les caisses de l'État congolais après sa chute. Cet argent n'a pas servi à grand-chose qu'à financer la corruption, qu'à financer des intérêts privés. M. Sassou a construit des écoles et des hôpitaux en Chine pour des enfants chinois, mais il ne le fait pas au Congo pour des enfants congolais. M. Sassou Nguesso a distribué des millions à ses voisins espagnols, mais il ne distribue même pas des sacs de riz à ses voisins d'un Mpila qui ont été mutilés le 4 mars. Ben, il était devenu le guichet automatique de l'Afrique où il partageait des De centaines l'Afrique, de M. milliards Sassou Nguesso en a d'Ivoire payé et des autres. salaires. M. Sassou Nguesso a payé des salaires en Centrafrique. M. Sassou Nguesso a offert 100 milliards de francs CFA congolais à M. Ouattara lorsqu'il arrive au pouvoir après avoir évincé Gbagbo. Et cet argent a servi à relever les écoles, à relever les hôpitaux, à refaire les routes, à relancer la filière cacao de la Côte d'Ivoire, à faire beaucoup de choses. Mais cet argent n'a jamais servi à rien au Congo. C'est de la mauvaise volonté, c'est de la mauvaise foi. C'est une punition que ce monsieur a décidé d'infliger au peuple congolais. Oui, mais pourquoi? Pour quelle Pourquoi raison? alors? Pourquoi cette punition au peuple congolais? Parce qu'évidemment, comme mais, vous le mais dites, 27 ans après, on se rend compte qu'au Congo, l'accès à l'eau potable est difficile, l'accès au courant électrique stable est très difficile, toutes les voies sont mais vraiment délabrées, le système de santé à terre, le système éducatif à terre. Alors, plus rien ne marche au Congo, tout est au rouge. Pourquoi cette haine viscérale envers les Congolais? c'est une question dont nous n'aurons pas la réponse parce que c'est difficile d'entrer dans la tête de M. Sassou et comprendre pourquoi cela se passe ainsi. Mais je crois que ce monsieur n'a jamais aimé le Congo. Soit il n'est pas congolais du tout, soit il est congolais, mais qui ne pense qu'à lui et à sa famille et qui pense que le pouvoir c'est fait pour lui et pour sa famille et qu'il peut mourir au pouvoir et puis le reste, on se Oui, mais débrouillera jusqu'à ce après. point-là, parce que ce que je ne comprends pas, c'est ce que vous venez de dire tout à l'heure. C'est-à-dire, il y a assez d'argent, beaucoup d'argent, à foison d'ailleurs, et il y a eu des multiples booms pétroliers. Il y a même un expert qui nous disait que finalement, depuis qu'il est arrivé jusqu'à presque 2022,
Il a eu à détourner plus de 133 000 milliards de l'argent du contribuable congolais. Mais alors, il partage cet argent aux étrangers, il fait venir des étrangers qui viennent prendre tout cet argent, il donne à qui il veut, mais aux étrangers, pas aux Congolais. C'est là que je vais comprendre. Comment expliquer Bon, ça? Comment interpréter cette attitude, je, finalement? dans le monde physique, je ne peux pas avoir une meilleure explication. Mais dans le monde spirituel, je peux trouver l'explication dans le monde spirituel. Vous savez, le régime, le régime de M. Sassou, sinon le genre de régime de M. Sassou, ce sont des régimes qui tiennent avec des pratiques mystico-religieuses. Ce sont des régimes qui sont tenus par des esprits diaboliques, des esprits qui se nourrissent de sang, qui se nourrissent de la misère, qui se nourrissent des pleurs, qui se nourrissent des grincements de dents. Et lorsque il y a la joie, les choses ne marchent pas. Lorsque les gens sont contents, les choses ne marchent pas. Ces esprits aiment lorsque ça ne marche pas. Et C'est-à-dire, ça fonctionne. ils prennent plaisir au mal, là, au malheur des Ils Congolais. prennent plaisir au mal, au malheur. C'est-à-dire que ce sont des esprits qui se nourrissent du malheur. C'est des esprits qui ne sont pas prospères lorsqu'il y a la joie, lorsqu'il y a le bonheur. C'est des esprits qui aiment voir la pauvreté, la misère, le sang, la Ce qui haine. explique d'ailleurs, toutes les fois qu'on est proche d'une échéance électorale majeure, généralement, ils créent toujours des crises sociaux, politiques comme ça, et après, ça débouche toujours par des massacres. Par des massacres, par des disparitions. Regardez, Monsieur Christian Perrin, je n'ai jamais compris pourquoi le régime de Sassou Nguesso peut prendre jusqu'à des milliards pour aller corrompre des paresseux qui se gobergent de fromage sur les bords de la Seine en France, qui ne comptent même pas pour beaucoup dans la politique du Congo. Ils sont corrompus à hauteur de milliards, de millions en France, alors qu'ils pouvaient corrompre la population locale pour s'assurer toujours des applaudissements et les votes sans contestation. Il peut donner cet argent à la population de Muyonzi, de Konkwati, de Liranga, de Epena, de Garabizam, de Swanke, de Mabombo, de Kimongo. Et ces gens vont l'applaudir tous les jours. Papa Sassou Telema. Mais pourquoi c'est à Paris qu'on va partager cet argent? Pourquoi? Pourquoi vous, les gens qui vont aller voter demain, vous les gardez dans la misère, mais vous allez donner cet argent à des gens qui n'ont même pas le droit de voter dans les mêmes élections que vous organisez, qui n'ont même pas peut-être la capacité d'influencer la population locale. Pourquoi il ne peut pas aller donner cet argent à M. Christian Perrin, qui a une émission de télévision que tous les Congolais regardent, pour changer sa ligne éditoriale? Je sais que vous ne l'accepterez pas, c'est une manière de parler. Déjà, je vous regardais là. Mais en fait, non, il y a des questions qui me viennent comme ça, mais franchement, il y a des choses que je n'arrive plus à comprendre parce que, évidemment, lorsque vous parlez le côté mystico-religieux, on semble percevoir un certain nombre de choses et pour peut-être comprendre qui est-il concrètement. Et quelqu'un me disait finalement, c'est juste un criminel. C'est juste un criminel qui s'est déguisé en politique. Bon, cela est possible, monsieur Christian Perrin. Vous savez, lorsque les gens parlent même de la franc-maçonnerie, de la Rose-Croix, nous avons été au pays. Rappelle-toi, dans nos années de collège, de lycée, même à l'université, nous avons connu des enseignants qui étaient des grands francs-maçons, des grands rosicruciens, des frères de la fraternité blanche universelle. Ils n'ont jamais tué des gens. Au contraire, les gens les appréciaient.
Et on les C'est des voyait gens qui vous d'ailleurs dans parlaient les œuvres sociales, dans voilà, les œuvres sociales. C'est des gens qui vous parlaient toujours de la lumière, humanitaires. de Dieu. Certains vous parlaient même de Jésus, de Dieu. Mais ils n'ont jamais fait des sacrifices pour tuer les gens, pour ceci. On n'a jamais vu des gens morts dans leur famille ou des gens malades qu'on peut soupçonner qu'ils ont été, c'est des produits de sacrifice. Ça n'a jamais été comme ça. Et au contraire, on avait même peur d'eux. On a peur de toucher à leurs parents. On a peur de s'approcher chez eux. Parce qu'on dit, ah, c'est un franc-maçon, il va faire des prières. C'est un rosicrucien. Mais pourquoi aujourd'hui la franc-maçonnerie et les francs-maçons sont liés à des rituels qui n'ont rien à voir avec ces philosophies ésotériques? C'est parce que ce monsieur n'est qu'un simple bandit qui a pensé qu'il pouvait faire du Congo une chasse gardée, qu'il pouvait faire du Congo un royaume, qu'il pouvait faire du Congo ce qu'il voulait, mais finalement, il n'arrive pas à diriger le pays. En dehors de le mettre à sac, le pays ne regarde aucune direction. Le pays ne regarde que la direction contraire. Comparez notre pays à certains pays comme le Sénégal, même le Burkina Faso aujourd'hui, le Mali, la Côte d'Ivoire. Mais c'est incroyable qu'un pays qui a eu Alors, mais toute donc, cette manne de tous pétrole. ceux qui ont soutenu son coup d'État, parce que dans tous les cas, quand il arrive par les armes au pouvoir, il a tout de même une bonne partie de la population congolaise qui acclame, qui, voilà, le soutient. À ce jour-ci, je ne sais pas comment est-ce qu'ils se sentent. Bon, je crois que nous pouvons lire leurs pensées, nous pouvons lire facilement leurs pensées. Le mécontentement au Congo, il est général. Le mécontentement au Congo, il est général. Vous pouvez voir bien que même ceux qui, dans les régions hostiles comme le Niari et la Lekumu, la Bouenza, le Poul, qui étaient avec lui, ne parlent plus ce langage-là. Derrière les murs, ils n'ont pas le langage de Sassou. Derrière les murs, ils pleurent un sauveur. Parce que ce n'était pas un sauveur, c'était un faux sauveur. C'est quelqu'un qui voulait sauver, en fait, ses intérêts. C'est quelqu'un qui voulait sauver ses intérêts. Sinon, on ne peut pas s'expliquer qu'avec un budget qui s'élève aujourd'hui à 2600 milliards, 3 000 À un moment milliards, donné, c'était même autour de 4 000 milliards. 4 000 milliards. Oui. Le pays va dans la direction contraire. Que fait-on avec ce budget? Que fait-on avec ce budget? Pourquoi il n'y a pas l'eau au Congo? C'est incroyable. Nous avons le plus grand fleuve qui coule derrière nos maisons. Pourquoi il n'y a pas l'eau au Congo? Pourquoi il n'y a pas l'électricité? Pourquoi il n'y a pas l'électricité? Et en parlant de l'électricité, moi je comprends pourquoi il n'y a pas l'électricité. Vous savez, à la veille du coup d'État, parmi Les cibles visées les pièces, non, parmi les pièces du puzzle du coup d'État, vous savez que le ministre Jean-Claude Ngakosso et le ministre François Ibovi et un autre, eux, ils avaient la mission d'agiter les étudiants à Bayardel. Ils avaient organisé une conférence de presse, une conférence avec les étudiants à Bayardel, dans le but de démontrer aux étudiants que le régime Lissouba n'avait plus rien à offrir au pays. Et ils ont même critiqué le projet de relance du barrage de Sounda. C'est sorti de la bouche du ministre François Ibovi, puisque j'étais là, reporter pour Télé Congo. Il dit, ce sont des idées vieilles, vétustes. On n'a rien à faire avec le barrage de Sounda. On peut importer l'électricité. jusqu'à ce point-là. C'était au mois de mai 1997. Oui, ils ont organisé une conférence à Bayardel. C'était, je crois, dans une salle, parce qu'ils n'ont pas eu ils n'ont pas eu la grande, ils n'ont pas eu l'amphi 2, ils n'ont pas eu l'amphi 1 finalement. Ils avaient eu une salle dans le département de sociologie, psychologie, c'est là-bas que c'était.
dans ce département-là. En Ils fait, ont c'était une donc, salle là-bas. si j'ai bien compris, c'était là le déroulement même du plan du coup d'État, parce que Tout à il fait, fallait commencer tout à d'abord fait, par diaboliser même le programme tout de à fait, société de celui qui était là, tout démontrer à qu'il ne fait. peut rien faire, on ne peut rien attendre de lui, et puis passer à l'acte. Alors que vous savez, et tous les Congolais le savent, tous les Congolais l'avaient constaté, que de novembre 96 jusqu'à la date du coup d'État, les paiements de salaires étaient réguliers, les paiements des bourses des étudiants étaient devenus réguliers. Je ne sais pas si je me trompe. Je n'étais plus étudiant. Je sais que je partais à Bayardel juste pour mes séminaires parce que j'étais inscrit en maîtrise de journalisme. Donc, je partais pour mes séminaires à Bayardel. Je n'étais plus vraiment trop étudiant. Mais je crois que la bourse passait régulièrement. Et c'était quoi? C'était le plan de relance socio-économique qu'ils ont conclu avec je crois, le gouvernement Yombi. Comment vous appelez ça? Le Parezo, le programme de relance socio-économique, le Parezo. Le Parezo avait réglé certains problèmes avec les créanciers de l'État et préparer donc la relance du pays avec l'exploitation de Nkosa qui arrivait, avec la signature des contrats de partage de la production pétrolière qui donnait de bonnes perspectives pour le Congo. Nous l'avons vu, avec 31% de revenus, le Congo pouvait faire beaucoup. Et le monsieur s'est dit que c'était d'ailleurs le meilleur moment de revenir aux affaires. Et je vais vous faire une confidence. Pour ceux qui lisaient le journal Le Choc, parce que moi du 15 octobre, au 5 janvier, j'étais dans la clandestinité, je me cachais parce que j'étais recherché à Pointe-Noire, je me cachais. Je suis sorti de là le jour de la mort, de l'enterrement de ma grande sœur parce que j'ai dit, si je vais être tué pour voir la dépouille de ma grande sœur, je vais me battre pour sortir de Pointe-Noire et arriver à Dolisie parce que ma sœur était morte à Dolisie. Donc, je suis arrivé à Dolisie, je crois le 6 finalement, je n'ai pas vu l'enterrement de ma sœur. Je suis arrivé le 6 et le 8, je voulais lire vraiment les journaux. Je suis allé dans un kiosque, j'ai acheté une panoplie de journaux. Parmi les journaux que j'ai lus, il y avait Le Choc de Asie Dominique de Marseille. C'était le 8 janvier 98. Asie avait interrogé Sassou Nguesso. Il lui avait demandé le sort qu'il réservait aux accords de partage de la production pétrolière signés par le gouvernement de Lissouba. Je peux me tromper, mais je crois que Sassou avait répondu ainsi. Qui vous a dit que les accords signés par Lissouba étaient mauvais? Nous verrons ce que nous en ferons. Je crois que si on peut retrouver le choc du 8 janvier 1998, ceux qui ont des archives, essayez de regarder le choc du 8 janvier. Asie a posé cette question. C'était pour vous dire que Lissouba n'a rien fait de mauvais. Le problème, c'était que Sassou Devrait absolument revenir au pouvoir pour absolument, garantir les intérêts, voilà, de la tout France, à comme fait, qui dirait. se Alors, partager les prébendes avec ses maîtres français. et c'est ce que nous constatons d'ailleurs parce que tous les revenus du pétrole congolais, ben voilà, finalement, ne transitent même plus par le Trésor. C'est Mathias Nzon qui l'a révélé. Tout cet argent va dans les comptes privés, évidemment, des dignitaires du pouvoir. Et maintenant, est-ce que c'est dans la même logique finalement, puisqu'on n'a plus de pétrole, le Congo ne bénéficie probablement plus de son argent du pétrole, tout a été gagé, c'est ce que je semble comprendre, et nous observons ce qui se passe parce que le pétrole finalement il est reparti, le prix du baril de pétrole a encore galopé, mais jusque-là les Congolais sont dans une misère indescriptible, on ne comprend plus ce qui se passe. Et donc là, le pétrole a été gagé, le bois, pareil, les minerais sont pris par, bon voilà, ceux qui sont dans le cercle du pouvoir. Et finalement, nous sommes en train d'assister aujourd'hui à une autre affaire qui défraie la chronique, c'est la vente des terres, vente ou cession ou donner, bon bref, mais au moins on a donné les terres aux Rwandais. Et là, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe concrètement? Le pétrole, vous avez gagé, le bois et tout ça, ben voilà, maintenant c'est des terres. Est-ce que c'est une façon de dire, ben finalement, moi avant de partir, ben, je détruis tout et puis vous vous débrouillez derrière moi?
Oh, bon, mais cette question des terres a beaucoup d'enjeux, cher Christian. J'ai suivi beaucoup d'intervenants dans ton émission au sujet des terres. Il y a eu le président Mirassa, il y a eu le colonel, Moussunda, Le colonel, moi j'aime l'appeler le colonel Kouloubuka du nom de son père, donc le colonel Sunda, qu'on appellerait même un général, hein, parce que vraiment, il le mérite même le titre du général, parce que il est aujourd'hui le seul qui essaie de donner de la voix du côté de la diaspora pour sauver ce pays-là. On devrait vraiment le soutenir et soutenir son le cercle CRC, politique, oui, c'est voilà, oui, je vois. le CRC, voilà. Vraiment, je lui tire un chapeau et à lui et à tous ses collaborateurs. Ils ont assez parlé de ce sujet-là. Des jeunes ont parlé, des femmes ont parlé. Euh, L'enjeu est multidimensionnel. Je ne pense pas que c'est par envie de vendre les terres du Congo ou de donner les terres du Congo au Rwanda qu'ils l'ont fait. Le calcul, il est politique. Moi, je vois le calcul du côté politique. Pourquoi je le dis du côté politique? Un, dans la guerre entre le Rwanda et la RDC, vous savez, la frontière est de la RDC, elle est poreuse, mais la RDC se défend comme un beau diable. Surtout ces derniers temps-ci, je crois Ces qu'il y a des derniers temps, revers. se défend comme un beau diable de ce côté-là. Et du côté ouest, c'est comme un rideau pour la RDC. La frontière congolaise devait être comme un rideau protecteur pour la RDC. La frontière sud vers l'Angola devait être un rideau protecteur pour la RDC. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque la RDC est attaquée à l'ouest et on vient installer des Rwandais le long de la frontière congolaise sud avec la RDC. Vous parlez là de Ces Rwandais, Maluku. depuis Maluku même, donc jusqu'à Dolizy Kimongo, quand vous prenez cette boucle-là, pourquoi c'est la zone qu'ils ont choisie? Pourquoi ils ne sont pas à Imfondo? Pourquoi là-bas, il y a des terres aussi. Hein. Ils peuvent aussi planter le cacao à Swanké, à Ouesso là-bas. Pourquoi ils ne sont pas dans la cuvette pour faire la pêche ou l'élevage dans la cuvette? Pourquoi c'est dans la vallée du Niari et dans les pays du Poul? Probablement parce qu'ils Donc, se sont dit que les terres de cette partie du sud sont fertiles et puis pour planter du ricin, comme ils disent. bon, c'est vrai, les terres sont fertiles, mais Monsieur Christian Perrin, même si les terres sont fertiles, je n'ai pas vu un autre pays qui a vendu d'aussi grandes étendues de sa terre à des étrangers. Et d'ailleurs, ce n'est pas une vente. Le Rwanda n'appelle pas ça une vente. Le Rwanda appelle ça une offre. Parce que moi, j'ai suivi des éléments de leur journaliste qui disent le Congo a offert au Rwanda. Offert. Une offre est une offre. C'est une cession. Oui, évidemment, on le C'est- lit hein, dans je crois sur le site officiel d'ailleurs du gouvernement rwandais, on a retrouvé l'article là, où l'ambassadeur dit évidemment qu'on leur a offert les terres, c'est-à-dire le Congo a offert des terres au Rwanda. C'est bien dit et c'est écrit. Et d'ailleurs, il parle même de titre foncier. foncier. Voilà. Voyez-vous, Monsieur C'est écrit, Perrin Christian. l'article est là, on va l'afficher tout à l'heure. Que les Voyez-vous, Congolais Monsieur Christian probablement Perrin. n'avaient jamais vu. Si, regardez, Christian, si Monsieur Malanga, paix à son âme, a pu, avec quelques éléments, remuer Kinshasa, c'est vrai qu'il a fait une aventure très mal calculée, mais si il a pu occuper un palais qui n'est pas le palais présidentiel, d'accord, mais qui a pu occuper ce palais avec des éléments, combien de fois une armée rwandaise qui est bien installée au Congo-Brazzaville, qui traverse le fleuve, Kinshasa tombe à la fin de la journée. Donc, ça, c'est une hypothèse que nous ne pouvons pas négliger. La deuxième hypothèse, le régime Sassou, dans ses calculs, se dit que quand Sassou n'a pas pu mettre son enfant au pouvoir pendant qu'il était vivant. Ceux qui ont discuté avec moi du changement de la Constitution en 2013, paix à son âme, Albert de Côte-Matev n'est plus vivant,
Et on a beaucoup discuté de ça, sur le changement de la Constitution en 2015. Je leur disais que Sassou a commis la plus grosse erreur de sa carrière politique, de changer la Constitution pour chercher à mourir au pouvoir. Sassou devrait plutôt, en 2016, positionner son fils, laisser son fils gagner les élections en 2016, encadrer son fils parce que tous ceux qui le craignent pendant qu'il est vivant ne vont pas emmerder son fils puisqu'il sera là pour les surveiller et surveiller comment son fils va s'enraciner. Mais lorsqu'il a raté ça, parce qu'en fait, le changement de la Constitution était un piège contre Sassou pour le pousser à mourir au pouvoir. Monsieur Christian Perrin, quand Sassou va fermer l'œil au pouvoir, il n'aura plus le contrôle de ce qui se passe. Sera derrière lui. Les généraux qui sont avec lui, les colonels, les écuries, ça sera la nuit des longs vont se couteaux. canarder entre eux alors. Et son enfant ne contrôlera pas la succession de son père. Ça sera une affaire des généraux. Il y a des gens qui se moquent de ces généraux. Il y a des gens qui se moquent des colonels qui sont dans ce régime-là. Moi, je ne me moque pas d'eux. Je me dis qu'ils se sont retrouvés dans un régime qu'ils servent. Ils savent les conséquences lorsque vous manquez quelque chose. C'est pourquoi ils ne s'aventurent pas. Mais oui, mais un vrai soldat est caractérisé aussi par le courage, de savoir le courage dire oui, et l'audace. Voilà. Peut-être qu'ils veulent travailler avec le temps. Parce que l'usure du temps, personne ne résistera à l'usure du temps. Et je crois que c'est la stratégie qu'ils ont choisie. Parce que s'ils ratent, ils connaissent la suite. Ils ont choisi l'usure. Parce que le vieux veut mourir au pouvoir. Donc, ça sera le moment le plus facile pour eux de conquérir ce pouvoir-là pour que la succession n'aille pas dans la direction souhaitée par justement ceux qui soutiennent le fils. Et donc, vous dites toute cette affaire c'est beaucoup plus. Je vous laisse, si vous me permettez, la dernière hypothèse, et c'est l'une des plus probables. Le régime Sassou sait que la prochaine rébellion viendra du nord du pays, pas du sud. Et s'il y a une rébellion qui éclate dans le nord du pays à 14 heures, à 20 heures, de Pointe-Noire à Brazzaville, tout le pays sera dans les mains de la rébellion. Donc, qu'est-ce qu'il faut empêcher pour que de Pointe-Noire à Brazzaville, les gens puissent rallier la rébellion si jamais une rébellion éclatait au nord du pays? Il faut mettre des zones tampons dans ces régions-là où il y aura des Rwandais qui sont prêts à mater. Donc, chaque région, il y a des Rwandais. Dans le Nyari, il y en a. Dans la Lekumu, dans la Bouenza, dans le Poul. Et donc, chaque tampon de Rwandais matera les rebelles qui pourront se soulever dans ces régions-là pour chercher à monter vers Brazzaville. Et comme ça, eux, ils vont gagner en temps pour s'occuper de la rébellion au nord. Ça, c'est le schéma le plus classique que moi je vois pour cette présence des Rwandais. Sinon, l'agriculture, nous pouvons la faire. Vous avez peut-être suivi sur les réseaux sociaux le chef du village, un chef de village dans la Bouenza vers Madingu qui parlait au Premier ministre certainement, qui disait qu'on n'a pas besoin des Rwandais. Nous pouvons produire. Monsieur Christian Perrin, les Congolais peuvent produire. Les Congolais ont déjà produit. Nous étions des enfants. Nous avons vu nos grands frères produire le café au Congo, produire le cacao au Congo. Qui est venu faire disparaître ces choses? C'est monsieur Sassou Nguesso. Nous avons vu OCV, l'Office de culture vivrière. Nous avons vu l'Office du café et du cacao au Congo. Qui a fait disparaître ces choses? C'est Sassou Nguesso. Les Congolais ont produit. La banane est produite dans la région de Mosenjo, dans le Mayombe, mais à Mouyondi. Et sur Facebook, nous pouvons voir Mouyondi travaille et ravitaille. Nous voyons ce qu'ils produisent. Ils n'ont pas de routes agricoles, ils n'ont pas de pistes agricoles comme eux, ils les appelaient. Ils n'ont pas de tracteurs. Achetez des tracteurs, mettez un tracteur dans chaque district ou 2 tracteurs dans chaque district. Vous allez voir si les Congolais ne produisent pas. Arrangez les routes pour écouler leur production. Monsieur Christian Perrin, en 98, lorsque je me suis dit, bon, je ne peux plus repartir à Brazzaville, moi, je commence à devenir agriculteur. J'ai vu celui qui m'encadrait pour faire la culture de l'ananas dans le district de Kimongo, dans la région de Nimatseke. C'était un enseignant de l'école primaire. Il avait 2 hectares d'ananas mûrs qu'il ne pouvait même pas écouler. Rien que pour sortir du village à Dolisie, il ne pouvait pas le faire.
Combien de fois Dolisie, Pointe-Noire ou Dolisie, Brazzaville? 2 hectares de gros ananas mûrs. Moi, j'ai vu ça. Les gens produisent, les Congolais sont pauvres, les Congolais peuvent produire. Les Congolais ne sont pas des paresseux comme le président va le dire à l'étranger. Il est paresseux, il est incompétent, mais les Congolais ne le sont pas. Les Congolais sont des grands travailleurs. Les Congolais sont les grands travailleurs. Les Congolais peuvent se nourrir, mais les Oui, les Congolais Congolais n'ont pas peuvent les se moyens nourrir de travailler. de toute façon, il y a une expérience là et tout le monde le sait. Le Congo a toujours, en fait, dans les années après indépendance, le Congo a démontré de quoi il était capable, notamment pour l'agriculture. Vous venez de le rappeler tout à l'heure. Bon, là, on nous parle du ricin et on se posait la question de savoir comment se fait-il que dans un pays qui importe à hauteur de soit 700 milliards de francs CFA en termes d'alimentation seulement, c'est-à-dire, voilà, même les SAFU sont importés et autres. Et la priorité dans leur agriculture, c'est d'aller cultiver le ricin. Après, on se dit, mais qu'est-ce que les Congolais vont faire? Même si c'est exporté, donc ben, ça ne servira pas aux Congolais. La preuve, c'est que Aux même le Congolais. pétrole qui est vendu, ça n'a jamais servi aux Congolais. Les minerais pareils, le bois, alors ce n'est pas le ricin qui viendra servir aux Congolais. Les Congolais ont besoin de Congolais, l'agriculture vivrière telle l'agriculture. qu'on le connaît. Le fameux haricot qu'ils exportent du Rwanda, ils peuvent venir le cultiver au Congo. Et là, ils sont en train de faire la promotion. J'ai vu, évidemment, vous l'avez dit tout à l'heure, Anatole Kolné Makosso qui va visiter, je ne sais pas, la culture expérimentale du maïs. C'est comme s'il n'a jamais vu les Congolais planter des maïs. Il faut aller chercher les Rwandais pour venir planter du maïs au Congo. Mais c'est une insulte finalement. Ou ben voilà, c'est comme vous avez dit, en fait, derrière ce projet, c'est tout autre chose. Nous sommes presque à la fin de cette émission. Achille Goma, je vais donc vous accorder quelques secondes hein, pour clôturer par rapport à tout ce que nous sommes dit. Bon, merci beaucoup de me donner cette opportunité de parler à mes compatriotes. Pour ceux qui ne me connaissent pas bien, si vous aviez au moins 15 ans, dans les années 97, vous devez me connaître. Je suis Salèche Achille Ngoma, donc le concepteur et producteur, sinon coproducteur de l'émission Planète Jeune, une émission qui a fait donc bouger le pays, Bon vous tabac, devez le oui. savoir. Oui. Et tout ce que nous pouvons vous dire aujourd'hui, c'est que nous ne voulons pas vous envoyer à la mort parce que nous sommes hors du pays. Mais vous êtes dans le pays et il vous revient de sauver le pays. Nous aussi, hors du pays, nous faisons ce qui est, ce qu'on peut. Mais en tout cas, c'est vous qui avez le destin de ce pays dans vos mains parce que vous y êtes, vous y vivez les atrocités de ces régimes. La dernière chose que vous devrez accepter, chers compatriotes, la dernière chose que vous devez accepter, c'est de laisser les Rwandais s'installer dans notre pays. Nous nous plaignons aujourd'hui des bébés noirs. Est-ce que vous avez déjà vu dans notre histoire des Congolais coupés, d'autres Congolais à la machette, sans remords? Ça ne s'est jamais passé ainsi dans notre pays. La première fois que les Congolais se sont autodétruits, c'est en 1993, lorsque les fourbes des pays du Poul et les hypocrites des pays du Niari, des grands cousins dans l'histoire Congo, se sont entretués, alors que de part et d'autre, ils savaient qui était en train d'organiser ce massacre entre eux. Celui qui entre en fait instrumentalisé ce massacre, oui. Voilà, celui qui a créé ce massacre entre eux. Mais c'était le premier pas pour la préparation de ce retour au pouvoir. Il fallait que les gens du Poul et de ce qu'ils appellent aujourd'hui le Niboland, il fallait qu'ils s'entretuent, qu'ils se créent des blessures inguérissables pour préparer son retour au pouvoir. Parce que s'il attaque l'un, l'autre ne viendra pas. S'il attaque l'autre, l'un ne viendra pas. Et c'est ce qui s'est passé. Et jusqu'aujourd'hui, ces peuples continuent de se haïr mutuellement. Les gens doivent se réconcilier entre eux dans le Poul, dans le Niari, la Bouenzala, les Koumou. Les gens doivent se réconcilier parce que c'est ça. Ils utilisent cette division jusqu'aujourd'hui pour régner pendant 27 ans. Il prend quelques clients là-bas sur lesquels il marche comme les piliers de son régime dans ces régions.
Mais regardez le niveau de développement de ces régions aujourd'hui. La région du Poul, on ne peut plus reconnaître Massembo Lubaki, on ne peut plus reconnaître Kingoyi, on ne peut plus reconnaître Kibwende, on ne peut plus reconnaître Mindouli, on ne peut plus reconnaître Madia, Kindamba, même Kindamba, allez voir là où Il nous y a des partions centaines, il y a des en centaines de voiture. villages qui ont disparu dans le Pool lors, bien sûr, du dernier génocide, 90, enfin C'est fait à dessein. 2016-2018. C'est fait à dessein, chers compatriotes. C'est fait à dessein. C'est fait à dessein pour créer un ressentiment dans le cœur de l'homme du Poul. Et lorsque l'homme du Poul va se plaindre que nous souffrons, les autres régions vont dire, vous voyez, je ne peux pas voter un homme du Poul. Vous votez un homme du Poul. Vous voyez, les hommes du Poul, ce qu'ils disent, c'est fait à dessein. C'est pour monter les autres régions contre l'homme du Poul et l'homme du Poul contre les autres Congolais. C'est fait à dessein. La punition qu'il inflige au Poul, c'est une punition qu'il inflige au Poul. C'est fait exprès et avec la complicité des fils du Poul. Donc, chers compatriotes, levez-vous pour défendre nos terres. Levez-vous pour défendre nos terres. Levez-vous pour défendre nos terres. Lorsqu'on aura perdu nos terres, nous n'aurons plus rien. Je vous disais entre-temps que les bébés noirs sont une fabrication de ce régime-là. Les bébés noirs sont une fabrication de ce régime. Ils ont voulu terroriser les populations pour que les populations ne sortent jamais la nuit lorsqu'ils font des opérations bizarres. Et maintenant que la Ah, je serai population a appris à se défendre, ils sont se très vite défendre. allés créer Vous voyez des qu'ils sont centres en train de... de se battre. Voilà. Vous comprenez tout. Donc, levez-vous pour défendre le pays. Levez-vous pour défendre le pays. Si nous perdons ce pays, nous l'avons perdu pour toujours. Il y a des hommes politiques au pays qui sont encore sincères avec vous. Écoutez-les, ayez le discernement. Il y a des hommes politiques dans la diaspora qui sont sincères. Écoutez-les, suivez leurs consignes, travaillez avec eux. Mais franchement, ne laissez pas les Rwandais prendre notre pays. Vous savez déjà, par là, le fait de la natalité, les Rwandais sont déjà en train de s'imposer dans nos pays. Ils sont en train de s'imposer dans l'administration. Vous savez que celui qui tient ce pouvoir, c'est une femme rwandaise. Tout ce qui se fait dans l'administration de notre pays se retrouve au Rwanda. Parce qu'elle travaille pour le Rwanda. Elle ne travaille pas pour le Congo. Elle est là pour D'ailleurs, défendre les c'est intérêts de comme son le pays. rôle qu'a joué Arlette Nono dans le cabinet du Arlette président. Nono, demandez à Madame Mounari que si elle avait su qu'elle pouvait jamais recruter Arlette Nono dans son cabinet, si elle avait su que Arlette Nono était vraiment très, très, très imposée dans ce milieu-là, sinon familier avec les gens de ce régime qui ont fait le coup d'État, elle ne pouvait jamais. Et j'apprends aussi des indiscrétions qu'il y a même quelqu'un de très influent dans ce cabinet-là qui était devenu l'amant de Arlette Nono. Je ne suis pas là pour dire les noms des gens, mais ceux qui connaissent peuvent dire qu'il y a un homme très influent de ce régime-là, de ce cabinet-là, qui était devenu l'amant de Arlette Nono. Vous voyez? Et donc, par le sexe, les secrets du pays sont sortis. Donc, chers compatriotes, défendez le Congo. Défendez le Congo, c'est tout ce qui nous reste, c'est cette terre-là qui nous reste. Peut-être nous autres, nous n'aurons pas la grâce de revenir un jour au pays, parce que moi, j'ai toujours dit, je suis sorti du Congo par la fenêtre. Je n'entrerai pas au Congo par la fenêtre. Je voudrais rentrer au Congo par la porte. Je ne rentrerai pas par la fenêtre. Peut-être que je vais passer toute ma vie à l'étranger désormais, si le régime là est toujours là. Sauf si quelqu'un sauve ce pays. C'est ce que j'appelle rentrer par la porte. Mais je ne peux pas. Il y a des gens qui m'ont dit, non, un tel te connaît, il a dit, il faut venir. Je ne veux pas. Je ne veux pas Pourquoi dépendre des à gens voilà, dépendre des gens pour rentrer dans mon pays, non. adorer des gens pour rentrer dans ce pays. Mais si Dieu le veut, je rentrerai au Congo. Mais vous qui y êtes, vraiment, battez-vous pour sauver ce pays. Battez-vous avec votre dernière énergie. Je sais que tout le monde a peur de mourir. Ils ne tueront pas tout le monde. Je sais que tout le monde a peur de servir de canot de chair. Rappelez-vous que le président Kampaoré était un grand dictateur. Mais les seuls coups de feu qu'il a tirés, c'était pour couvrir sa fuite. Ce n'était pas pour réprimer les gens ou tuer les gens parce qu'il voulait tuer. C'était pour couvrir sa fuite, pour créer un retard entre sa fuite et les manifestants qui pouvaient
arriver et l'attraper et le déchirer. Ça peut aussi arriver au Congo. Rappelez-vous que le président Alpha Condé a été arrêté par quelqu'un de sa garde, des services spéciaux qu'il a lui-même créés. Rappelez-vous que c'était un jeune capitaine qui a fait tomber le président Damiba. Rappelez-vous que c'était un colonel de la garde républicaine qui a bloqué la dernière manœuvre de Ali Bongo Ondimba. Rappelez-vous de ces choses, mais battez-vous pour le Congo. Que Dieu protège le Congo et sa population. Je vous remercie. Merci Achille Goma Salèche, journaliste reporter, désormais résident aux États-Unis. En tout cas, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui sur R7, mais surtout d'avoir disposé tout ce temps au détriment, bien sûr, de vos occupations. Merci beaucoup. Je Je vous vous en remercie. prie. C'était un plaisir. Je vous en prie, mesdames, messieurs, merci de nous avoir suivis une fois de plus. Je rappelle simplement, mais parce qu'évidemment, cela est nécessaire pour nous, de cliquer sur le petit pouce levé en bas de la vidéo et partager massivement. Mais dites-nous également aussi en commentaire ce que vous pensez de cette émission. Cela nous fera énormément plaisir. On se retrouve très prochainement. Merci.